Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et il s'agira d'un concept, je dirais, très commun, très consensuel sur YouTube actuellement. Il s'agit donc de 10 livres que je vous recommande à lire en cette période automnale. J'ai essayé de varier un petit peu les choses. Vous avez un petit peu de contemporain, des choses un petit peu horrifiques. La dominance, c'est l'étrange, mais vous allez voir qu'un certain nombre de classiques se sont glissés dans cette petite sélection. Évidemment, 10 titres impliquent de faire des choix. Il y a des ouvrages que j'affectionne particulièrement de manière générale et qui, je trouve, seraient parfaitement adaptés à cette période, qui ne pourront pas se retrouver dans cette vidéo, mais qui seront peut-être là les années qui viendront. Et je vais commencer par l'un des textes fondateurs du mythe du vampire. Il s'agit de Carmilla de Sheridan Le Fanu, un ouvrage extrêmement bref. Je me suis dit qu'il se glissait bien dans cette petite sélection. Je trouvais que le critère de la brièveté était le bienvenu à cette saison, puisque septembre-octobre, c'est la reprise des cours, la remise le réenclenchement d'un rythme assez convenu pour le reste de l'année, certes, mais on a besoin de se remettre un petit peu le pied à l'étrier. Et il est vrai qu'un ouvrage bref est parfait pour cette raison. Carmilla, donc un des livres fondateurs du mythe du vampire, nous présente une protagoniste d'un très jeune âge, Carmilla, qui possède un charme détonnant, qui va séduire une jeune fille de son âge. Et à partir de là, va se dérouler une espèce d'enquête autour de ce qu'est Carmilla, de quelle entité elle peut bien être, et comment lutter contre cette force d'attraction qu'elle semble exercer sur la totalité des personnes qu'elle rencontre. Ce que j'aime beaucoup dans ce texte, c'est l'espèce d'érotisme très pudique qu'on peut trouver, puisqu'on parle de, je dirais, l'émergence des premiers désirs chez deux jeunes filles, donc l'une qui est humaine, l'autre qui est vampire, donc qui a des centaines et des centaines et des centaines d'années d'expérience de la vie, de l'humain, du corps et des plaisirs. Cette dualité était très intéressante parce qu'on a donc cet affrontement de la candeur et de l'autre côté de la créature démoniaque qui est sujette à brûler à tout jamais aux enfers si on en vient à réussir à la tuer véritablement. Donc très intéressant de ce côté-là, mais j'ai également beaucoup aimé le côté très atmosphérique de ce livre. On a l'impression que Carmilla se trouve un petit peu partout, et comme nous sommes sur des espèces de landes dans un château en pierre, la grisaille domine, il pleut énormément, je trouve que cette lecture, encore une fois, sied parfaitement à la saison pour toutes ces raisons-là. Vous aurez en tout cas le climat que nous sommes censés avoir durant ces mois. Autre chose aussi, c'est un classique, mais la langue reste extrêmement accessible tout en arborant une beauté certaine et des caractéristiques qui sont propres à Sheridan Le Fanu. Une fois de plus, je pense que en tant que texte fondateur, il pourrait être enrichi. C'est ce que vous pouvez trouver d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné ici, mais plus tard dans Dracula, même si Dracula met en scène un protagoniste masculin cette fois, et bien plus âgé, en tout cas dans la perception humaine qu'on peut en avoir. En tout cas, voilà. Carmilla, personnage très intéressant, ouvrage très intéressant, belle plume de Sheridan Le Fanu. Je ne peux que vous inviter à découvrir ce titre. Une petite nouvelle parue à la fin du 19e siècle avec La séquestrée de Charlotte Perkins Gilman, que vous pouvez également retrouver sous l'appellation La chambre au papier peint jaune, me semble-t-il. Là aussi, un texte très bref qui reprend les thèmes déterminants et fondamentaux dans l'œuvre de l'autrice, puisqu'on va parler de santé mentale, de féminisme et d'oppression liée au patriarcat. On suit une jeune femme qui vient d'accoucher et qui, suite à cet accouchement, connaît une dépression, chose qu'on appellerait aujourd'hui une dépression postpartum, et son mari, médecin, lui ordonne de rester au lit dans une chambre. Elle ne peut pas sortir, elle n'a pas de source de divertissement particulier, et vont se confondre plusieurs choses au sein de cette chambre. Les motifs que l'on va retrouver sur un papier peint jaune que les murs portent, et je dirais toute l'agitation de l'imagination du protagoniste féminin. C'est un récit d'une grande richesse qui parvient à mêler très bien cette idée de chute lente dans la folie et d'oppression des femmes à cette époque. D'ailleurs, on a beaucoup de mal à se faire une idée fixe de si ce récit recèle des éléments un petit peu fantastiques ou de si nous sommes simplement dans les pérégrinations d'un esprit un petit peu égaré à ce moment-là. On a également du mal à comprendre dans quelle mesure le poids de la dépression
peut expliquer les agissements de ce protagoniste. Et surtout, en toile de fond, on a ce mari qui semble agir de manière complètement absurde alors que lui ne souffre d'aucune forme de démence, quelle qu'elle soit. Donc on sent bien qu'il y a une forme de volonté d'asservissement de la femme, de sa femme ici, et de la laisser cloîtrer dans cette chambre qui va petit à petit devenir une espèce de tombeau dans la perception qu'elle en a. D'ailleurs, à la lecture, nous avons cette impression en tant que lecteur que les murs se resserrent petit à petit sur le personnage. On a l'impression également que le mobilier se restreint, que les petits objets du quotidien s'évincent au profit de choses qui semblent prendre plus de place mais être bien moins nombreuses. Tous ces petits éléments rendent là très largement claustrophobe et créent une ambiance qui est tout à fait propice, je trouve, aux lectures automnales, parce qu'on a encore une fois ce petit côté très légèrement donc horrifique. Et cette interrogation toujours sous-jacente que j'aime beaucoup dans la littérature, fantastique ou pas, à voir de quelle manière vous percevrez ce titre, à savoir quand est-ce qu'on parle d'un esprit qui flirte avec la folie et quand est-ce que nous sommes véritablement en face de phénomènes paranormaux. Je pourrais vous dire bien des choses sur ce titre encore, je pense qu'il mériterait d'être largement traité et approfondi. J'essaie au maximum de réduire mon temps de parole sur cette vidéo pour pouvoir vous présenter les 10 livres en question et vous proposer un format un petit peu plus bref que les dernières vidéos. Toute autre époque, avec La petite fille qui aimait Tom Gordon de Stephen King. J'ai hésité entre deux titres pour tout vous dire concernant Stephen King. Donc La petite fille qui aimait Tom Gordon, ici présent, ainsi que Marche ou crève, que je suis en train de relire actuellement et que j'aime énormément. Mais je me suis dit que la part belle était souvent faite à Marche ou crève, d'autant qu'une adaptation cinématographique vient de sortir au cinéma. En ce qui concerne La petite fille qui aimait Tom Gordon, c'est beaucoup plus délicat puisqu'on est dans un texte extrêmement descriptif. On suit, donc on a une narration omnisciente, mais on est du point de vue de Trisha, une petite fille qui se perd dans la forêt. Elle part avec sa mère et son frère se promener sur le chemin des Appalaches et lorsqu'elle les prévient qu'elle va faire pipi, elle se perd tout simplement et sa mère et son frère n'ayant pas entendu l'enfant lorsqu'elle indiquait qu'elle se retirait dans les bois, elle va se retrouver égarée et sans être recherchée immédiatement. Ce que j'aime beaucoup dans ce texte, c'est la personnification de la forêt qui semble petit à petit arborer des travers et une espèce de volonté accrue de faire le mal. Je trouve que c'est absolument formidable et très bien fait. On est oppressé là aussi. D'ailleurs, je pense que ça rejoint un petit peu cette émotion, cette impression qu'on peut avoir dans La séquestrée avec cette dimension supplémentaire du fait que nous sommes en plein air. Nous sommes sur le chemin des Appalaches qui est un chemin immense qui traverse de bout en bout, me semble-t-il, les États-Unis. Et tout au long de ce chemin, on sait qu'il y a eu un bon nombre de disparitions. Stephen King joue un petit peu, je dirais, avec toutes les légendes urbaines qui peuvent exister autour de cette randonnée. Et cette petite fille, elle a conscience de tout ça. Et perdue dans les bois, elle sait aussi qu'elle doit respecter certains gestes de survie, comme le fait de suivre un ruisseau, de ne pas boire si elle peut l'éviter, de ne pas manger n'importe quoi, etc., etc. Pour se protéger, un seul objet en sa possession, un Walkman, qui lui permet d'écouter en direct les matchs de Tom Gordon, qui est un joueur de baseball que son père et elle adorent. Elle est absolument fan de cet homme parce qu'il est le symbole de la relation avec ce père parti, puisque les parents ont divorcé. Et là, puisque Trisha s'est rendue à un match de baseball avec son père, elle a, je dirais, cristallisé quelque chose sur Tom Gordon. On a l'impression qu'il agit un petit peu comme une espèce de bouclier qui protège Trisha durant tout le titre, et ça c'est vraiment un très très bon titre. Là aussi, alors je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, mais vous verrez que c'est beaucoup plus difficile de le classer dans un genre littéraire que ce qu'il n'y paraît, parce que ce n'est pas seulement une histoire d'une enfant qui se perd en forêt, c'est aussi un livre qui traite de la question de la construction identitaire d'une enfant, de la construction identitaire dans un couple dont les parents se séparent et de l'impact que ça va avoir sur cette petite fille. Et il y a encore d'autres choses que je ne peux pas aborder puisque ce sont des choses qu'on trouve à la fin du livre, mais vraiment un très très bon ouvrage, mon favori de Stephen King. Pour tout vous dire, et si vous avez suivi, je pense que vous le savez, un titre dont je ne vous ai pas parlé depuis très longtemps, il s'agit de La route de Cormac McCarthy, qui a obtenu le prix Pulitzer en 2007. C'est un ouvrage extrêmement sombre.
je tiens à vous le préciser, avec une narration froide, avec une ambiance également froide. Je pense que c'est un ouvrage qui se prête bien également à une lecture hivernale, lorsque les journées réduisent considérablement en temps de soleil. Je pense qu'à l'automne, il est intéressant de se plonger dans ce type de titre qui nous propose des univers post-apocalyptiques sans qu'on ait véritablement conscience de ce qui s'est passé. Donc on a toujours une espèce de doute et une espèce de peur sous-jacente des protagonistes qui se retrouvent dans un monde après le monde qui ne ressemble plus du tout à ce qu'ils ont connu jusque-là. Ici, on va suivre un père et son fils. Sur la couverture, vous avez une image d'ailleurs de l'adaptation avec Viggo Mortensen que je n'ai jamais vue. Mais j'avais vu la bande-annonce qui reprenait très très bien ces codes de réduction au maximum des couleurs. Il y avait quelque chose de très monochrome, on a beaucoup de travail sur les teintes de gris, de noir, de blanc. C'est exactement ce que porte l'écriture de Cormac McCarthy, avec toute cette dimension aussi d'une critique des comportements humains dans des sociétés qui se sont effondrées, en même temps qu'une espèce de tentative d'analyse de ce qui pouvait être avant et qui a amené l'humain à cet échec. C'est un livre qui est très riche, que j'avais étudié lors d'un séminaire en master, et je me souviens encore avoir eu besoin de beaucoup de temps pour rédiger mon analyse croisée, puisque j'avais choisi de croiser l'analyse de la route avec un autre titre qui était Demain les chiens de Clifford, je ne sais plus, je vous mettrai le nom de l'auteur et le livre ici. Les deux ouvrages sont complètement différents, même si on garde cette dimension post-apocalyptique, etc. Mais voilà, La Route, c'est un ouvrage qui vous dépouille de toute forme d'espoir, qui est très intéressant dans sa construction et qui, malgré sa parution tout de même tardive, contemporaine, je sais que certains sont frileux à cet égard, parvient à créer quelque chose qui, à mon sens, n'a pas d'antécédent. Alors, s'appuie bien évidemment sur des pierres angulaires de la littérature fantastique, science-fiction, dystopique, mais arrive aussi à s'en émanciper sur certains points de manière très intelligente, avec ce travail toujours sur la notion d'humanité, de faillite des valeurs humaines et d'interrogation sur la survie des codes moraux. C'est aussi un ouvrage qui s'inscrit très bien dans une dimension absurde, parce qu'on sait que ce père et ce fils marchent désespérément vers la côte sud du pays, mais le but est finalement extrêmement ténu, parce qu'il repose sur des on-dit, sur des fantasmes, sur une espèce de volonté de se soustraire à ce qui peut se passer et qui est absolument horrible, puisqu'on parle d'un monde jonché de cadavres, de cendres, de pluie. C'est extrêmement sombre. Je me rends compte que quand je vous le vends de cette façon, ce n'est peut-être pas très attractif, mais vraiment un chef-d'œuvre autant dans la forme que dans le contenu. Je vous avoue que je n'ai même pas hésité lorsque j'ai parcouru mes bibliothèques pour composer la liste de ces 10 titres. Il m'est apparu évident que celui-ci devait s'y trouver, parce que je le vois peu mis en avant sur les réseaux et que je trouve qu'il apporte véritablement quelque chose à la littérature. Je suis persuadée qu'il saura tout à la fois vous interroger, vous faire réfléchir, vous enrichir et vous divertir. Donc vraiment, foncez. Il fallait que je mette un gros classique attendu. Alors oui, Dracula, oui, Le Portrait de Dorian Gray, qui se retrouveront certainement dans des sélections autres, peut-être si je vous refais une vidéo de ce type, mais Frankenstein de Mary Shelley, qui, à mon sens, se prête également très bien à une lecture hivernale, parce qu'on a toute une phase introductive dans laquelle le docteur Frankenstein se retrouve sur un bateau qui erre il me semble que c'est en Antarctique, ou au pôle Nord. Oui, c'est ça, au pôle Nord. Donc c'est un récit construit d'une manière épistolaire. L'ouvrage s'ouvre sur un échange de lettres du capitaine donc de ce bateau qui erre au pôle Nord, qui a assisté à une scène extrêmement surprenante, celle d'une course-poursuite sur la banquise entre le docteur Frankenstein et une entité que nous découvrirons plus tard dans le texte, même si vous la connaissez à minima de notoriété. On va avoir donc l'histoire du docteur Frankenstein retranscrite par ce capitaine de bateau, pardon, excusez-moi, toujours très compliqué, parce que on a déjà cette première confusion, parce que dans la culture commune, on a l'impression que Frankenstein est le nom de la créature et non pas du docteur, et ensuite on a ce personnage du capitaine qui s'appelle d'ailleurs Robert Walton, qui est le narrateur de l'histoire. Donc on a cette confusion finalement qui arrive assez vite. C'est un ouvrage qui est impressionnant,
par sa beauté linguistique, il est écrit d'une manière extrêmement élégante. Je le trouve assez exigeant dans les thèmes qu'il aborde. Je le trouve aussi profondément humain parce qu'on a cette interrogation de savoir qui est véritablement le monstre au sein du récit. Est-ce que c'est le créateur ou la créature? Est-ce que les agissements de la créature sont finalement régis par les antécédents que le maître a pu faire subir ou les injustices qu'il a pu faire ressentir à sa création? On a cette interrogation très courante aussi du 19e de se prendre pour Dieu et de créer la vie. Là on parle d'une vie déformée, d'une vie mutilée, d'une vie de souffrance répétée et aussi d'une vie de rejet parce que encore une fois complètement différemment dans la route, mais on a cette question des valeurs humaines, de la morale humaine, etc. etc. C'est un livre qui se lit extrêmement vite, il fait très exactement dans cette édition 326 pages. Pour la petite anecdote, oui, ce roman a été écrit en peu de temps. Marie Shelley commence à travailler dessus à l'âge de 18 ans, elle est amie à cette époque avec Lord Byron, que vous connaissez certainement, lors d'une espèce de petite retraite, de petites vacances dans un chalet. Lord Byron va lancer un défi aux invités, le défi étant donc d'écrire une petite histoire pour faire frissonner tout un chacun. Et de là et de bien d'autres choses, va naître Frankenstein. On sait aussi que Mary Shelley s'était penchée sur un de ses rêves orientés sur une espèce de scientifique qui justement avait... alors j'ignore si on rentre autant dans les détails, mais en tout cas pour le docteur Frankenstein, cette volonté de, je dirais... d'apprivoiser la création de la vie et de soumettre la vie d'une certaine façon. L'ouvrage a également été rédigé dans une grande mesure donc l'année sans été, une année qui donc post une énorme éruption volcanique ne connaissait finalement que très peu le soleil. Je trouve que c'est pour cette raison et son aspect fantastique et toutes ces considérations qu'il se place parfaitement dans les lectures de saison et d'automne. Mary Shelley n'écrit pas la totalité de son roman en un soir, comme on l'entend parfois, mais en tout cas c'est lors de cette fameuse soirée, de ce défi de Lord Byron, que l'idée de Frankenstein, je dirais, germe de manière un petit peu plus formelle que ce qu'elle pouvait lui être apparue jusqu'ici, et je trouve que juste pour la généalogie du roman et pour sa mythologie, je vais poursuivre avec un auteur, je vais rester dans les classiques, je vais prendre Les souffrances du jeune Werther de Goethe. Bon alors je pense que vous vous doutez pourquoi, il est très très largement à noter. Donc c'est un ouvrage que j'adore. Vraiment, j'ai une affection incroyable pour ce titre. Je pense que c'est pour cette raison que j'ai tant tardé à le lire dans ma vie, parce qu'il est finalement arrivé tardivement dans mes énormes coups de cœur, puisque dans mes découvertes. C'est donc un texte, Goethe est allemand. Il est fondateur du romantisme allemand, il est vraiment précurseur de ce mouvement-là puisqu'il écrit à la fin du 18e. Les souffrances mettent en scène Werther, qui est un jeune homme de bonne famille, élégant, très aimable, qui s'amourache de manière passionnée pour une femme mariée et qui va souffrir mais vraiment une passion débordante. C'est vraiment un homme qui se laisse dévorer par ses passions, de l'incertitude ou de la non-réciprocité de ses sentiments amoureux. Alors c'est un personnage qui est tourmenté, on retrouve là tous les codes qui vont poser la base du romantisme, donc vous avez de très très longues descriptions qui embrassent d'ailleurs la totalité des saisons, hein. Donc on est autant en été, en automne, en hiver qu'au printemps, mais ce qui domine à mon sens, pas au début de l'ouvrage, mais par la suite, c'est cette espèce de climat un petit peu humide, un petit peu inquiétant, avec des espèces d'idées de brume, de lieux finalement opaques, qui viennent finalement traduire l'incapacité du personnage à lire dans les émotions de la jeune femme dont il est épris. C'est un ouvrage qui se présente sous la forme d'un journal, d'un échange de lettres, donc c'est une forme épistolaire là aussi, qui se lit très facilement et qui amène à bon nombre de réflexions sur le sens de la vie, sur l'importance de gérer ses passions. Il y a vraiment une exaltation des émotions, comme dans tous les textes des romantiques, mais en même temps chez Goethe, il y a cette connaissance certaine des philosophes, du stoïcisme, de
ces tentatives, je dirais, de sages qui ont voulu s'absoudre de ces règles justement d'une existence complètement gérée par les passions. Werther, il tombe en plein dans le piège, il n'arrive pas à s'extraire de ses émotions, quelles qu'elles soient, parce que il connaît, je dirais, des grands moments d'effervescence, des grands moments de joie et d'exaltation, mais également des moments de doute, de tristesse, de souffrance qui sont très difficiles à décrire. Alors je pourrais vous lire tout un tas de passages, je vais m'abstenir pour la simple et bonne raison que il est très complexe de choisir. Mais là aussi c'est un ouvrage bref qui fait 190 pages. C'est un immense classique de la littérature mondiale. Je ne peux que là aussi vous enjoindre à le lire, vous recommander de découvrir La Plume de Goethe qui est formidable, et même si vous n'aimez pas les romantiques, je trouve que Les Souffrances apportent quand même quelque chose d'incroyable au paysage littéraire, et ce serait dommage de s'en priver parce que le mouvement en tant que tel ne vous parle pas. Je n'aime pas tout dans le romantisme, mais je dois reconnaître que Goethe arrive à créer quelque chose qui est tellement prégnant et qui vient vous saisir. Ce serait dommage de s'en passer parce que, je ne sais pas, vous avez eu une rencontre malencontreuse avec Musset par exemple, ou avec n'importe quel auteur romantique. Je poursuis avec Les Oiseaux de Daphné du Maurier, qui est un recueil de nouvelles. Je voudrais vous parler de 2 nouvelles particulièrement. La première, c'est Les Oiseaux, bien sûr. Les Oiseaux qui est adapté plus tard par Hitchcock, qui met en scène une famille donc qui s'abrite dans sa maison et qui petit à petit, chaque nuit, voit le comportement des oiseaux changer et devenir de plus en plus hostile aux humains. Je ne vais pas développer plus en amont, c'est un livre qui là aussi rend c'est une nouvelle qui là aussi rend claustrophobe, interroge énormément sur la place qu'on prend et sur la manière dont on pourrait réagir si les animaux étaient sujets à se rebeller face aux humains. Là on est vraiment dans une maison qui se trouve au bord de la mer, donc on a quand même des oiseaux qui sont assez volumineux, assez imposants et assez tout en muscles, donc il y a quelque chose d'assez impressionnant dans ces attaques plus frontales, je dirais, et plus liées à la force. Mais en parallèle, on a aussi des oiseaux plus petits qui sont décrits et qui, eux, parviennent, je dirais, à s'immiscer dans les plus petits creux, les plus petits trous de cette maison. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus parce que c'est une nouvelle qui doit faire une 40aine de pages et qui est très atmosphérique là aussi, très bien pensée. On n'a pas besoin d'établir une psychologie des personnages ou quoi que ce soit. C'est vraiment une petite nouvelle, je dirais, terrifiante, j'allais vous dire horrifique, mais ce n'est pas tout à fait horrifique. Ça joue un petit peu sur ce sentiment de terreur que peut inspirer l'étrange, l'inconnu et la nature même sauvage. La seconde nouvelle que je trouve absolument adaptée à cette saison, c'est Le Pommier. Donc c'est la première nouvelle que nous trouvons dans cette édition-là. Et faites attention parce que j'avais lu Les Oiseaux en lecture commune, et il se trouve que donc la personne avec qui je le lisais n'avait pas cette édition là, et que dans son édition Le Pommier ne s'y trouvait pas. Le Pommier, c'est une nouvelle qui est beaucoup plus longue, qui fait très exactement, alors beaucoup plus longue, j'exagère. Elle fait très exactement, voyons voir. Oui, elle fait 70 pages. Donc ici, nous suivons un homme qui perd sa femme et qui se réjouit de cette perte, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ou tout du moins qui finit par s'en réjouir. Il se met à vivre une existence dénuée de sens, mais tournée absolument vers les plaisirs de la chair. Donc que ce soit les repas fastueux, l'abondance d'alcool, les présences féminines, et cela en un temps extrêmement court après la perte de sa femme. Il passe son temps à en dresser d'ailleurs un portrait assez insipide, insignifiant, comme si elle avait plané comme une ombre, l'empêchant de vivre ce qu'il voulait vraiment découvrir, mais elle n'est jamais présenté comme un personnage à proprement parler, toujours comme une barrière à son épanouissement personnel à lui. Il est extrêmement égocentrique, ce personnage. Au sein de sa maison, tout du moins dans son jardin, on trouve un verger. Ce verger, c'est un verger de pommiers. Et au sein de ce verger, un arbre qui est mort depuis plusieurs années et qui, miraculeusement, quelques mois après la mort de sa femme, va se mettre à donner de manière extrêmement prolifique des pommes. Des pommes qui vont très rapidement pourrir et qui vont venir raviver, gorger le sol de tout leur sucre, leur jus, leur sucre, etc. etc. Et cet homme va développer une haine
viscérale pour cet arbre, parce qu'il va lui attribuer tout un tas de pouvoir, ou tout du moins un lien particulier avec son épouse défunte. C'est absolument passionnant. Et vraiment, le pommier, donc à mon sens, illustre très bien l'automne. La nouvelle a quelque chose de très terreux, c'est-à-dire qu'on l'imagine dans des tons marronné, orangé, mais avec toujours une espèce de brume planante. Vraiment, cette nouvelle, à mon sens, elle est parfaite pour l'automne, et c'est pour cette raison que je ne pouvais pas ne pas la citer. Je continue avec Délicieuse Pourriture, qui s'illustre dans un registre un petit peu plus, si je peux me permettre, Dark Academia, puisqu'ici nous suivons une jeune fille qui évolue sur un campus féminin en Nouvelle-Angleterre, si je me rappelle bien, et qui va développer une relation extrêmement toxique et étrange avec un de ses enseignants. En parallèle de cela, sur le campus vont se déclencher bon nombre d'incendies. On va avoir tout un raisonnement autour de cette idée d'influence, de mauvaise influence, de maltraitance aussi d'un personnage qui use de son emprise sur une jeune fille. On va voir finalement la lente descente aux enfers de cette jeune fille. Alors, lente, le texte est très bref, donc les événements se succèdent avec une plume très élégante, très belle. C'est un titre dont je ne vais pas vous parler plus parce que j'en ai largement parlé, si vous souhaitez voir la vidéo, dans mes favoris de l'année passée. Mais j'ai découvert Joyce Carol Oates avec ce titre-là, et j'envisage de découvrir très rapidement la suite de ce qu'elle a pu créer, parce que ce titre-là est incroyable. Il a quelque chose qui résonne, qui est vraiment puissant, et qui vient jouer sur quelque chose qui fonctionne très bien avec moi, c'est ce sentiment d'injustice. C'est-à-dire que c'est un livre qui met en colère, en même temps que, voilà, qui s'illustre donc dans un lieu qui, à mon sens, se prête bien à cette saison pour la lecture. Mais c'est un livre qui encore une fois, voilà, met profondément mal à l'aise, dérange, et je l'espère en tout cas, vous mettra en colère, vous fera réfléchir. Et je trouve que l'autrice parle particulièrement bien des rapports humains. Un autre de mes coups de cœur de l'année passée, que je ne pouvais pas ne pas glisser ici, parce qu'à mon sens, ça va être, je dirais, le petit rayon de soleil de cette sélection. Sur les ossements des morts d'Olga Tokarczuk, qui est un chef-d'œuvre à mon sens. Donc Olga Tokarczuk, elle obtient le prix Nobel de littérature en... Je n'ai pas la date ici, mais ça doit être en 2018, je pense. J'ai lu d'autres de ses titres depuis. Sur les ossements des morts reste mon favori pour le moment. Il y a une atmosphère qui est spécifique à ce texte, qu'on retrouve en écho, bien évidemment, dans les autres textes de l'autrice. Mais celui-ci arrive, à mon sens, à fomenter, à construire la totalité de sa genèse avec toutes les qualités de l'autrice, donc son érudition, son appel à la poésie, une plume divine et une traduction qui est extrêmement bien gérée par ici Margot Carlier. C'est un chef-d'œuvre. Ce titre-là, si je le mets dans cette sélection, c'est parce qu'on va suivre une femme d'un certain âge qui évolue dans un village coupé du monde. D'ailleurs, ce n'est même pas un village, ce serait plus un hameau de quelques âmes. Au sein de ce village, un jour, un homme va être retrouvé décédé. Il va décéder parce qu'on va retrouver donc au sein de sa trachée un petit os d'animal qui est resté bloqué. La protagoniste que nous suivons va voir en cela une espèce d'intervention des animaux qui viennent se venger des maltraitances que ces derniers subissent, de la chasse, de la consommation de leur chair, etc., etc. Donc il y a une petite dimension réalisme magique dans ce texte, en même temps qu'on a donc ce protagoniste plus âgé qui est très intéressant parce que c'est une vieille dame extrêmement dynamique, qui a une imagination folle, qui a aussi un cerveau qui fonctionne à plein régime. On voit des choses qui sont fascinantes dans ce titre-là à travers ses yeux qui ont tendance à mystifier tout ce qu'elle peut rencontrer. Donc c'est un ouvrage que je trouve absolument fascinant. Rares sont les ouvrages contemporains que j'aime à ce point. Je pense qu'ils se hissent aux côtés de grands classiques que je peux aimer, parce qu'il a des qualités qui sont indéniables et qui sont surtout spécifiques à ce que fait Olga Tokarczuk. C'est-à-dire que vraiment, je ne retrouve pas ça dans énormément de titres. Il y a vraiment une forme de marginalité que je trouve fascinante dans ces titres-là, en plus de cette poésie, encore une fois. Et moi j'aime beaucoup ces histoires de petits hameaux, de quelques âmes seulement, qui ont finalement été désertées par la jeunesse, et qui sont finalement, oui, encore une fois, peuplées seulement par les vieilles âmes, celles qui ont tendance à être superstitieuses, à voir
de la magie dans les choses qui sont plus quotidiennes. C'est très beau. Il y a une dimension un petit peu religieuse aussi, mais absolument pas dans un cadre monothéiste. C'est vraiment très très beau. Et voilà, j'ai pas arrêté de vous dire que c'était beau, mais c'est un livre formidable que je vous recommande. Je ne pouvais pas finir cette sélection sans vous parler de mon livre préféré. Madame Bovary de Flaubert. Je sais que mentionner Madame Bovary, c'est peut-être un petit peu consensuel parce que vous êtes très nombreux à l'avoir lu, mais pour tous ceux qui ne seraient pas encore tombés dans je dirais, l'espèce de trappe Madame Bovary, donc tous ceux qui ont tenté mais qui sont allés à reculons, qui ont eu du mal, qui l'ont croisé peut-être sur leur chemin scolaire et qui ne se sont pas sentis, je dirais, ni les moyens ni l'envie de fréquenter Emma. Redonnez-lui sa chance peut-être cet automne. C'est un personnage qui évolue, à mon sens, de manière très... on pourrait étaler la vie d'Emma finalement sur une année. On a cette espèce de germe du protagoniste au printemps. On a une espèce d'éclosion en été avec son mariage avec Charles, où elle pense encore que le bonheur va lui être accessible et où elle va pouvoir jouir de tous ces fantasmes qu'elle pouvait voir et côtoyer dans la littérature. Puis ce lent déclin qui commence donc à l'automne et qui s'étend donc jusqu'à un hiver qui se termine de manière tragique. Évidemment, la vie d'Emma, ici, nous est présentée sur plusieurs années. Je vous dis ça de manière... je vous expose la chose pour justifier mon choix. Mais on suit des années et des années de la vie d'Emma, puisque elle va tout d'abord donc être une épouse, puis une amante, une mère aussi. Et elle va échouer dans un certain nombre, et dans la plupart même, de ses entreprises. C'est un protagoniste qui est incompris, qui souffre d'une solitude maladive, mais qui souffre aussi d'une envie de dévorer chaque chose. Une envie tellement pressante, tellement intense, qu'elle ne peut jamais être comblée, et c'est un protagoniste qui souffre véritablement de cela, un ennui existentiel lié au fait que la satisfaction d'aucun désir ne peut être amenée à véritablement mettre un terme à cette envie de croquer la vie à pleines dents, mais d'une manière qui dépasse toute forme d'entendement. En dehors de cela, Emma, évidemment, pour beaucoup, c'est un personnage insupportable, insatisfait, qui ne parvient pas à accepter sa condition et sa vie telle qu'elle est. C'est vrai aussi, en cela, je dirais qu'aujourd'hui, on placerait Emma comme un personnage éternellement insatisfait, profondément adolescent, mais aussi comme souffrant de certaines pathologies psychiques. Flaubert décrit les choses avec une telle force, une telle puissance. Moi, j'ai vraiment du mal à comprendre qu'on ne puisse ne pas aimer Emma, de ne pas avoir de l'empathie pour elle, parce que même lorsque ses agissements sont profondément amoureux, elle a cette volonté, je dirais, cette force de se relancer dans l'existence parfois vraiment, on sent qu'elle coule à pic et elle arrive à redonner un coup de pied au fond de l'eau pour remonter et pour reprendre sa respiration jusqu'au moment où les choses deviennent plus difficiles encore. Mais c'est un personnage fascinant, même si sur certains aspects peut-être un petit peu difficile à comprendre lorsqu'on n'a pas tout à fait d'écho, je dirais, une sensibilité proche de la sienne, parce que c'est vrai que c'est un personnage qui vit là aussi dans ses émotions de manière très intense et qui a du mal à s'en soustraire. Mais récit d'une richesse et d'une beauté absolue. Je connais des pans entiers de ce texte-là que je pourrais réciter encore et encore, lire encore et encore. Pour moi, c'est le plus grand chef-d'œuvre de la littérature française, voire tout court. J'aime ce livre plus que n'importe quel autre. Je pense que s'il ne devait m'en rester qu'un, ce serait celui-ci. Donc évidemment, je vous encourage à le lire. Évidemment, il est dans cette pile à lire parce que c'est une nouvelle occasion pour moi de vous en parler sur la chaîne, chose que je fais assez peu. Et je le fais certainement de manière assez maladroite. Il faut que je lui consacre une vidéo beaucoup plus conséquente, beaucoup plus structurée, beaucoup plus aussi consistante, oui, riche. Mais d'ici là, c'est déjà bien qu'on le retrouve dans des petits formats comme celui-ci. J'ai terminé cette sélection de 10 titres, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez vous plonger dans certains de ces derniers. Je serai très heureuse d'avoir vos retours, et d'ici la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre un petit like sur la vidéo, voire à la booster, même si j'ignore véritablement l'impact que cela a sur ces performance, dirons-nous, même si je n'aime pas trop la vulgarité de ce terme. En tout cas, merci encore, merci d'être là. Je sais que je suis un petit peu plus
plus absente ou présente en pointillé ces derniers temps parce que c'est vrai que j'ai récupéré une classe de 3e, j'ai des choses à préparer, je suis en plein dans ma licence de théologie en parallèle, donc il est compliqué de jongler avec ces multiples casquettes, mais merci pour vos mots, votre bienveillance, vos messages aussi que vous m'envoyez pour savoir comment je vais lorsque je ne poste pas pendant un petit moment, ce sont des choses qui me touchent énormément. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à bientôt.